Salut tout le monde. Alors aujourd'hui un petit podcast vite fait. Il s'agira de mon top et de mon flop 20 des films de cette année, car on a eu une très bonne année cinéma, hein, il faut se le dire. Étant donné que je ne peux pas m'enregistrer physiquement, ce podcast sera fait via ce podcast sera fait via un téléphone portable et un micro-cravate, hein. Ce sera du rudimentaire et je vais essayer de faire un petit montage à la cool sur téléphone avec un logiciel, donc ce sera 100% smartphone. Donc pourquoi pas tester cette expérience en attendant de recevoir le nouveau matériel. Voilà, allez c'est parti. Alors je commence par le top. Et je vais commencer par le numéro 20 qui est Les 7 mercenaires, que j'ai vu récemment en décembre, effectivement. Et j'adore les westerns modernes, c'est un truc qui m'a plu depuis depuis le renouveau de Tarantino, on va dire. Et Les 7 mercenaires est plutôt sympathique comme film, hein, les acteurs jouent bien, l'histoire est simple. Mais de toute façon, c'est un film simple, hein, ça demande pas d'être trop compliqué à la Django Unchained ou autre. C'est un bon film à regarder entre potes, un bon western movie digne d'un dimanche soir avec ses potes ou sa famille. Voilà. Donc il y aura aussi des films, j'ai oublié de le dire, il y aura aussi des films qui ne seront pas cités, car je les ai soit pas encore vus, soit j'ai fait le top le 1er janvier, donc à partir du moment où j'ai arrêté de regarder, à partir du moment où le décompte est fini. Voilà. En 19 position, Deepwater, que j'ai vu aussi récemment, qui est, ma foi, pas mal. Hein, on va pas se cacher, c'est plutôt un bon film catastrophe à très petite échelle. Mais plutôt bon, hein. Il s'agit d'un film où il y a une station pétrolière, c'est ça, de pompage plutôt, pétrolière, dans la mer. Il s'agit de la Deepwater Horizon, donc le film s'appelle Deepwater, c'est normal, et catastrophe. Et le film va nous raconter de A à Z la catastrophe. Il faut savoir que je ne regarde pas du tout les bandes annonces, mais vraiment pas du tout, alors très peu ou sans faire exprès quand ça passe sur YouTube ou autre, quand j'ai pas le choix. Et je savais, de par l'affiche, qu'il allait y avoir Mark Wahlberg, donc aucune attente, hein. Bon, il a un petit peu pris de poids, j'ai rien à dire, mais j'ai eu une très bonne surprise en voyant John Malkovich, et aussi le frère de Earl de la série My Name is Earl, Andy ou Randy, je sais plus trop, et j'aime bien cet acteur, je trouve ça dommage qu'on le voit pas assez souvent, mais ça fait plaisir de le revoir, voilà. En 18e position, Bienvenue à Marly Gaumont. Encore une fois, vu plutôt récemment, mi-novembre. Il est vraiment très bien, très touchant, très français, et ça fait du bien de voir des petits films, on va dire petits films, hein, vu que c'est pas de la grosse prod français à la Danny Boone, hein. Un petit film passé comme ça, avec une histoire très touchante. Camille a su mettre la vision, pas sa vision, je pense pas que ce soit sa vision, mais plutôt celle que l'on voit par rapport au père, hein, c'est celle du village et tout. Donc, le rôle de Camille, déjà, je pense même pas non, c'est pas lui dans le film, ça va être un autre acteur ou alors c'est lui, mais j'ai mal vu. Camille n'est pas dans le film. Il est juste speaker, donc il va raconter le début et la fin, comme si quelqu'un va raconter un livre. Donc c'est vraiment basé et centré sur le personnage du père de Camille, et je trouve ça très beau d'avoir fait ça. En numéro 17, Angry Bird le film. Alors, totalement d'accord avec un autre youtubeur qui s'appelle Durandal. Ratchet & Clank est faible, alors j'allais dire une grosse merde, non, il est très faible, ils auraient pu faire 3 fois mieux avec, mais ils ne l'ont pas fait, et Angry Bird a su tirer l'épingle du jeu, dans un sens où c'est vraiment un jeu simple, il n'y a pas d'histoire, ou alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, et ils ont réussi à faire une superbe histoire, avec toujours les petites références et autres, soit au nom d'acteur, soit au jeu directement, et le film est vraiment très bien, il y a des magnifiques plans, les couleurs sont très belle. C'est un dessin animé, un très bon dessin animé, je vous conseille vivement.
Alors, en numéro 16, un film qui apparaît forcément dans tous les tops, The Nice Guy. Et The Nice Guy je m'attendais à rien. Hein. J'ai regardé le film comme ça, j'ai vu vite fait, ouais, Ryan Gosling, c'est pas un acteur que j'adore, mais ce film m'a fait aimer Ryan Gosling, c'est peut-être pour ça qu'il est dans le top. Et The Nice Guy est vraiment très drôle, quoi. Kurt Russell, Gosling, tous les deux détectives, mais chacun a sa méthode, l'une bourrine, l'autre non, et franchement, Ryan Gosling est à mourir de rire. J'aimerais bien voir une suite à ce film, parce que ça vaudrait vachement le coup de voir une suite à ce film-là. En numéro 15, un film qui a fait un flop, alors je ne comprends pas pourquoi, c'est The Finest Hour. The Finest Hour, c'est grosso merdo l'histoire d'un bateau qui est en train de s'échouer lors d'une tempête de neige, donc un truc assez massif. Et l'histoire nous raconte les personnes dans le bateau et aussi les sauveteurs, donc un classique qu'on a pu voir plusieurs fois aussi. Et franchement, il est super bien. Alors, Casey Affleck, c'est pas vraiment je connaissais pas vraiment. Et je peux dire que il est super. Casey Affleck est un superbe acteur. Et regardez ce film, voilà, Casey Affleck, Chris Pine, et les effets spéciaux sont juste géniaux. Je sais pas pourquoi ce film a fait un flop, parce que franchement, comparé au cœur de l'océan, là, la réplique de Moby Dick, celui-là est vraiment bien. Celui-là est excellent, et l'histoire, on n'en voit pas beaucoup des histoires comme ça. Bon, encore une fois, c'est un film catastrophe à petite échelle, dans la mer, un peu à la Deepwater, mais bon, c'était l'année marre cette année. En numéro 14, Doctor Strange, que je suis allé voir le jour J, le soir direct, je voulais aller voir Dominic Cumberbatch. Pourquoi pas? J'avais vu le dessin animé quelques mois auparavant, histoire de voir, parce qu'il y a un dessin animé de Doctor Strange d'ici, mais vraiment un truc fait un peu à l'arrache, c'est des dessins animés d'ici, voilà quoi. Je suis allé voir ce dessin animé et comme ça je pouvais un peu mieux connaître l'histoire de Doctor Strange. Puis j'ai vu le film et j'ai pu voir un peu les parallèles. Bon, évidemment le dessin animé est vraiment rushé quand tu vois la gueule du film, c'est normal, c'est pas le même budget. Et il est plutôt bon et ça fait plaisir. On a l'impression d'avoir un simili Tony Stark, mais mieux, avec une personnalité moins pesante que celle de Tony Stark. Et j'adore Tony Stark, Iron Man de Robert Downey Jr., ça c'est sûr, c'était le premier arrivé, donc c'est forcément, on va dire, obligé de l'aimer, quoi. Et non, ce film est vraiment très bon, et je demande de revoir Doctor Strange impatiemment. Peut-être qu'il sera dans Thor Ragnarok, ça j'aimerais bien. Je vais aller le voir, j'aime pas les films Thor, je déteste Thor, mais c'est l'histoire la plus importante de Thor, donc j'estime que je dois aller la voir, on ne sait jamais. En numéro 13, 10 Cloverfield Lane, que j'ai vu en tout début d'année. C'est pour ça qu'il est numéro 13, parce que j'ai pas le temps de remater à chaque fois tous les films. Génial. John Goodman, oh là là. Pour moi, ça va être son meilleur rôle au cinéma. Monuments Men, il était pas mal, mais John Goodman est juste génial, parce que tout le film, on se pose la question, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? Et le jeu d'acteur est d'une précision... Allez le voir, regardez-le, franchement, si vous aimez un peu les films huis clos, donc les films où on est enfermé dans un espace clos, quoi, il vaut vraiment le coup. Et en plus, comme j'adore Cloverfield, là j'ai bien aimé, ça se passe dans le même univers que Cloverfield, mais à un autre endroit, à un autre moment, il y a les extraterrestres et tout. Je pense que ça peut être ce qui se passe après Cloverfield, du coup, le premier alien de Cloverfield en Found Footage, et ensuite les autres aliens qui arrivent après plus tard, mais nous on le sait pas encore, il faudra un troisième film peut-être pour expliquer ça. Mais pour l'instant, moi j'ai pas vu des forums et autres pour savoir, pour moi ça peut paraître logique, et ce serait cool que ça se passe, parce que l'extraterrestre dans Cloverfield est juste... J'ai jamais vu un design aussi beau, d'ailleurs c'est pour ça que ceux de Godzilla l'ont repris, Godzilla le dernier. En numéro 12, le livre de la jungle. Et j'aime enfin le livre de la jungle, parce que ce dessin animé, ce film est super beau, l'acteur qui joue Mowgli, il joue super bien,
Et on s'attache à tous les personnages, K ou Balou et autres. Et même, ce qui est chose rare, la musique la chanson chantée par le roi Louis, donc l'espèce de gros orang-outan qui fait il doit faire 5 mètres dans le film, hein, vraiment une grosse masse, c'est Eddie Mitchell apparemment. C'est plutôt rare d'aimer du Eddie Mitchell quand on a moins de 50 ans, on va dire ça. Mais non, ce film est très beau, vraiment très beau, très bien réalisé. L'acteur joue super bien parce que les acteurs il y en a pas vraiment. L'animation, si on peut dire ça, hein, l'animation, les FX sont vraiment très belles. Le rendu des animaux aussi, les poils, l'effet mouillé et tout. C'est du Disney, c'est de la grosse prod, c'est excellent. En numéro 11, Captain America Civil War. On reprend avec Marvel, qui m'a pas beaucoup déçu cette année. Civil War, c'est pas vraiment une grosse claque, mais ce qui m'a foutu une grosse claque dans ce film, c'est Black Panther. On le voit pas beaucoup. Hein, il doit avoir quoi, peut-être sur 2 heures de film, vraiment 15-10 minutes à lui. Et waouh, il dégage un charisme. Mais Chadwick Boseman, j'adore cet acteur. C'est celui qui joue aussi dans Get On Up, la biopic de James Rand. J'ai des trous en ce moment. La biopic de James Rand qui est plutôt funky, vraiment speed et tout. C'est excellent à voir. Je vous le conseille hein, si vous aimez bien les films funky comme Miles Ahead. Plutôt sympa. Et Chadwick Boseman, waouh, la claque. Le mec, première apparition, bon sang, mec, et lui, il va tout déchirer, quoi. Moi, je demande d'avoir un film Black Panther. Sinon, pour le reste, très bien. Le film est très bon dans son ensemble. Bon, ils ont quand même réussi à rendre la bataille, celle qui est un peu ridicule dans cet immense tarmac où ils sont à peine 10 pélos, quoi, réussi à la rendre assez intense, mais on n'a toujours pas ce système de combat... une sorte de one-shot à la Joss Whedon qu'il y avait dans Joss, je sais plus, qu'il y avait dans Avengers 1, qui était vraiment excellent, on passe de chaque personnage et tout. Non, là, il y a quand même des coupes et tout. Mais ils auraient peut-être dû se battre dans l'aéroport, dans un endroit plus clos. Donc, certes, on n'aurait peut-être pas eu Ant-Man qui grandit. Quoique, franchement, ils auraient pu le faire, genre, ils pètent le toit et tout. Ça aurait pas été dommageable. Et ça aurait peut-être donné une meilleure importance au fait de jouer avec le décor. Là, il joue quand même avec le décor, mais bon, c'est pas ce qui est le plus ouf. Voilà. En numéro 10, alors là, exceptionnel, un Kickstarter français. Qui l'eût cru, d'un réalisateur qui a fait que les sombres films français, du genre Yamakasi et toutes ces cochonneries, qui s'appelle Julien Seri. Et c'est Nightfare. Alors Nightfare, j'y croyais pas. Enfin, j'y croyais parce que on m'a vendu ça comme un film qui suit Duel de Steven Spielberg. J'adore ce film-là. Et c'est vrai que le principe est quasiment le même, sauf que c'est pas un camion qui poursuit une vieille bagnole pourrie, c'est le taxi qui poursuit 2 mecs et on ne sait pas du tout pourquoi. Et on pourrait s'attendre à un film slasher classique où le mec il finit par buter tout le monde, etc., etc. Mais non, il n'en est rien. Je pense que, j'ai entendu dans les interviews, que à la base c'était fait comme ça, puis Julien Seri s'est décidé, top, à la fin, ouais, on va quand même changer le scénar, j'ai envie de faire quelque chose un peu plus... qu'on ne voit pas beaucoup dans le cinéma, et ce film est très bien. La musique est excellente, hein. Les acteurs jouent dans le ton, il y a jamais eu de soucis. Bon, il y a un peu des pseudo-racailles et d'autres qui jouent pas terrible, mais c'est plutôt dans le domaine du tertiaire, secondaire, ouais, tertiaire carrément. Mais le film est très bon. Les couleurs sont très bons, tout se passe la nuit, hein, tout se passe, sauf la fin du film. Et le fait d'avoir modifié la fin du film, je pense que ça a dû être pendant et pas avant. Et plutôt une bonne opportunité parce que à force de voir tout le temps la même chose, non, là on va changer, on va pas faire la même tambouille, on va rajouter du sel, quoi, voilà. Et c'est plutôt pas mal. En numéro 9, pardon, Daddy's Home, ou Crazy Dad, ou je sais plus comment ils ont appelé ça, un film comique américain mais 100% déjanté. 100% Will Ferrell, le retour de Will Ferrell et Mark Wahlberg dans un film, on n'avait pas vu ça depuis
Very Bad Cop. D'ailleurs, ça s'appelle pas Very Bad Cop, mais les Français ont l'habitude de mettre Very Bad avant n'importe quel film. Je crois que ça s'appelle Very Bad Dad. Et non, c'est Daddy's Home, le vrai titre. Hein. Et Will Ferrell, c'est simple, c'est mon acteur préféré. Et chaque film, il me fait marrer, il arrive même à me faire pleurer et tout. Faut regarder le fabuleux destin d'Harold Crick, l'incroyable destin d'Harold Crick, qui est juste splendide avec Will Ferrell. Voilà, en gros, Will Ferrell, c'est le top de la crème de chantilly américaine, hein, si je puis dire. Et Mark Wahlberg, c'est Mark Wahlberg. D'ailleurs, il a pris du poids entre Deepwater et ce film-là. Enfin, non, l'inverse, entre ce film-là et Deepwater. Je pense que ça a été tourné après parce que. Mais on s'en fout. Très drôle, vraiment très funny, toujours avec des. C'est de l'humour, Will Ferrell, c'est de l'humour de. C'est de l'humour. Il fait rire parce que c'est gênant, quoi. C'est gênant, donc t'arrives à rire. Parce que ça en devient gênant. Faut regarder ces films pour comprendre, mais voilà, quoi. En numéro 7, The Revenant. Et oui, je le mets quand même dans le top 10, mais ouais, tout le monde en parle, tatati, tatata. J'ai pas envie de faire mon mouton, ce film, je l'ai bien aimé, mais à vrai dire, je l'ai vu qu'une fois, je me le rematerai sans doute courant de l'année, histoire de le remater plus fraîchement, on va dire. Ouais, il est vraiment génial. D'ailleurs, sur les 3 actes, dont le premier, le second et le troisième qui est la fin du film, hein, quand il arrive, tatati tatata. Ça, je vous en dis pas plus. Le premier, c'est avant l'attaque. Et moi, mon préféré, c'est le second. L'espèce de phase de survie, d'abandon et tout. J'en dis pas plus, j'ai pas trop envie de spoiler, ce qui est dommage parce que je suis un putain de spoiler. D'ailleurs, sur les flops, je vais pas hésiter à spoiler, c'est parce que ces films le méritent. J'ai adoré ce réalisme avec laquelle il se fait attaquer par un ours. J'ai jamais eu ça dans un film aussi réaliste au niveau de l'attaque d'un animal. C'est affolant comment le cadrage et tout arrive à rendre la peur à ceux qui regardent le film. Franchement, ça en vaut la chandelle, les couleurs et tout, c'est magnifique. D'après ce que j'ai entendu, ça a été tourné tôt le matin et tard le soir juste pour avoir ces magnifiques couleurs et tout. Non, franchement, très bon film, n'en doutez pas. En numéro 6, Zootopie. Bon, que dire de plus, hein, c'est un très bon Disney. D'ailleurs, j'ai cru que c'était un Pixar, parce que pour moi, Disney, il y a forcément une princesse qui se met à chanter ou une... Voilà, je suis resté dans les clichés. D'ailleurs, j'ai pas aimé Big Hero. Hein, mais, oui, c'est totalement à part. Mais, Zootopie, très fun. J'ai passé tout mon film à sourire. J'étais vraiment content de voir ce film. L'animation Disney a vraiment atteint son apogée, là. D'ailleurs, alors, je sais pas si c'est Disney, c'est le film Le Voyage d'Arlo. Les décors dans ce film, waouh! Mais la claque, on dirait de la photosynthèse. On dirait que c'est filmé en vrai. Mais il y a toujours ce petit côté lisse qui rend la chose moins vraie. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon, la limite serait affolante. Non, le voyage d'Arlo, le voyage à Zootopie est génial. Puis, tellement de références et tout, c'est excellent. En numéro 5, au risque d'étonner tout le monde, j'ai mis Kubo. Enfin, au risque d'étonner Kubo, c'est... Bon, je l'ai vu en français, mais moi j'estime que les dessins animés... on peut les regarder en français, y a pas de souci. Parce que moi, les voix américaines, je les reconnais pas, hein, c'est pas mon truc. Kubo, comment dire, c'est une expérience, ce dessin animé. Le regarder est une expérience très intense. Il est génial. D'ailleurs, je sais pas, il me semble qu'il a été fait en stop motion, une connerie comme ça, parce que j'avais vu... comment ça s'appelle ? Un making of et ouais, donc je sais pas s'il y a un mélange making of, enfin mélange animation normale par ordinateur et stop motion avec des mecs qui animent un par un. Je suis pas sûr parce que c'est tellement fluide, j'ai rarement vu ça, quoi. Non, ce Kubo est très bien, très bon dessin animé. Puis non, c'est une belle expérience. C'est ce genre de dessin animé qui te fait
vivre une belle aventure et te libère de ton train-train quotidien, t'en ressors grandi. Et voilà quoi, ça te rend heureux de voir un film comme ça, un peu à la Zootopie, mais plus prenant car c'est pas un Disney, donc ce qui prouve que Disney n'est pas toujours dans le top. Bon, là il est quand même dans le top. En numéro 4, alors ça, moi je suis un gros fanat de jeux vidéo, FPS et tutti quanti, Hardcore Henry. Waouh. C'est bon, après Maniac, c'est mon deuxième film en vue à la première personne FPS, hein. Enfin FP plutôt parce qu'il n'y a pas de shoot. Si FPS d'ailleurs, c'est carrément FPS. Hardcore Henry, c'est alors il y en a qui trouvent ça gerbatif. Je pense qu'en 3D ça va être horrible à voir à mon avis, mais waouh, de l'action non-stop, non-stop. J'avais jamais vu un film comme ça où ça prend quasiment pas de pause, il est l'air quoi. Même pas, au total, sur 1h30 de film, 5 minutes de pause. C'est non-stop, non-stop. On y va à fond, on bousille tout le monde. On commence par avoir des super pouvoirs parce qu'on a un peu une sorte de robot. Enfin, c'est pas vraiment des pouvoirs, c'est plutôt de la force. Hardcore Henry, c'est génial. Puis le côté, le mec qui joue dans District 9, je sais plus son nom, là, qui est en fait, qui a des clones et tout. Mais à mourir, c'est drôle, c'est plein d'action. En fait, c'est ça, c'est action, comédie. Pas trop comédie quand même, hein, faut pas abuser. Puis ce méchant albinos, ça fait vraiment jeu vidéo. C'est construit un peu comme un jeu vidéo du début, où on ne comprend pas qui on est, on apprend nos spécificités, on combat les ennemis, on s'améliore et on finit par atteindre le boss. Le boss qui, comme le jeu vidéo d'ailleurs, en fait il a 2 phases, comme le mec qui se met à s'énerver en plein milieu du combat, c'est une chose qui est un peu con. En numéro 3, le dernier train pour Busan. Bon, je vais faire simple. Regardez-le à tout prix. C'est le meilleur film de zombies. D'infectés, excusez-moi. D'infectés, c'est le meilleur film d'infectés ever. Je dis bien ever. Et c'est coréen. Et ce film, je suis en train de me mater de plus en plus de cinéma... de films coréens, ce film me fait aimer le cinéma coréen. Après All Boy et compagnie, le dernier train pour Busan, c'est une claque au monde entier qui prouve que les Coréens savent faire des gros films. Alors je sais pas s'il a un gros budget ce film, mais vu les FX et tout, qui sont vraiment pas mal, hein, on a l'habitude des chinoiseries avec des FX un peu limite cheapos, mais non, là ce film est vraiment excellent à tout niveau. La pression, l'ambiance, les personnages, tout est bien dans ce film. C'est ce que j'appellerais le chef-d'œuvre coréen. Voilà. C'est un chef-d'œuvre ce film. C'est un chef-d'œuvre. La perfection n'existe pas, hein, hélas, mais il se rapproche, hein, il frôle. Et puis j'ai quand même versé une petite larme à la fin, comprendront ceux qui ont vu le film. En numéro 2, Batman vs Superman, que j'ai vu 3 fois, 2 fois en version longue et 1 fois en version cinéma, et le temps que la version longue sorte, j'ai pas pu comprendre quelle scène il manque, mais il doit y avoir 30 minutes en plus. Je pense avoir une petite idée, mais waouh, Ben Affleck, c'est le meilleur Bruce Wayne. Je dis bien Bruce Wayne parce que Batman, on n'a pas encore vu en mode Batman. Hein. Alors, là, c'est pas assez quoi. Bale, 3 films Batman, donc le top. Mais en Bruce Wayne, bon, Bale toujours la gueule ouverte, hein, c'est pas terrible. Mais Ben Affleck en Bruce Wayne. La première scène, les premières scènes où il arrive, il fonce à Metropolis pendant qu'il y a l'attaque et tout. Mon Dieu, mais le charisme qui se dégage de Ben Affleck en Bruce Wayne, c'est... J'ai pas vu ça depuis un moment, quoi. C'est la demi-molle, limite, quand j'ai vu. Hein. C'est époustouflant. Et voilà, bon, ça fait du bien de voir un film vraiment serious business. Hein. On va pas faire de la comédie et sortir une punchline à chaque fois qu'on se tape, hein, Tony Stark. Non, là c'est très sérieux, très sombre, très Zack Snyder, très Watchmen. Voilà, vous comprenez un peu le trip du film, c'est époustouflant. Je reviens encore une fois sur les fixes, mais c'est un truc que j'adore. Sont vraiment génial. Gros budget, ça se ressent. Gal Gadot en Wonder Woman, génial. Pas assez pour en dire. Il y a quand même de l'humour. Hein. Batman, on va pas dire,
Et il sort une seule blague, et c'est à la fin du film. Voilà, sur 3h30 de film, ou 2h30 selon la version que vous regardez, il y a une blague. Bon, après, il y a Alfred, mais ça, c'est Alfred, c'est normal. Non, alors, ce film est très bon. Visuellement et scénaristiquement très bon. Bon, il y a un truc qui pêche, pour moi, c'est Jimmy Olsen, le photographe, le fameux photographe et ami de Clark et Lois. Là, c'est juste un mec de SCIA, il sert complètement à rien, le mec, en 5 minutes de film, basta. Voilà, c'est limite, Zach, il a dû se dire, bon, lui, il sert à quoi au fond, allez, on... Zou. Voilà. Amy Adams dans ce film, non, Amy Adams, c'est dans Premier Contact, qui est pas dans le top, hélas, mais je l'ai vu trop tard. Premier Contact, où elle est ouf. Mais alors, dans les Batman vs Superman et Man of Steel, elle sert juste à faire chier Superman, quoi. C'est une chieuse, quoi. Une vraie chieuse. Elle est insupportable, en fait. Voilà. Sinon, Jesse Eisenberg en Lex Luthor, plutôt bon, plutôt foufou, donc tout le monde le compare à une sorte de Joker. D'ailleurs, il a peut-être été mieux que celui de Jared Leto, n'est-ce pas? Mais non, Jesse Eisenberg est très bon, puis à la fin il se rase les cheveux, donc on va peut-être le voir en mode serious business, ça y est, dans les prochains films. Faudrait peut-être qu'il prenne un peu de muscle, mais bon, après on aura un nouveau Lex Luthor, mais peut-être pas le gros muscle et tout. Limite Kevin Spacey, il passait bien Lex Luthor, tu vois. Mais bon, le film a fait un four, voilà quoi. Non, sinon Batman vs Superman, je comprends pas pourquoi il sépare autant. Il est vraiment très bon comme film. Et en numéro 1, chose très étonnante pour moi. Limite, j'ai l'impression d'être les Oscars 2015, parce que le numéro 1, c'est un film auquel personne ne s'attend. C'est pas Swiss Army Man et autres, hein, ça c'est des films que j'ai vus très récemment qui sont vraiment très bons, je vous les conseille. Swiss Army Man surtout, hein, excellent, à mourir de rire d'ailleurs. C'est 13 Hours. Waouh, 13 Hours. Michael Bay, je t'aime. 13 Hours, c'est le meilleur film de guerre que j'ai vu. Et j'en ai vu des films de guerre, j'ai dû en voir plus d'une trentaine, quoi. Mais 13 Hours, waouh, tout est beau dans le film, des plans en drone, et la colorimétrie. Il y a même un acteur, alors j'ai bugué, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai bugué pendant 10 minutes. Putain, mais il y a Tom Hanks dans ce film, mais c'est pas possible, il est trop... Non, il y a un acteur qui ressemble à Tom Hanks, c'est l'acteur principal. Il a le même nez, en fait, du coup, j'ai bugué. Tom Hanks a rajeuni dans le film, c'est bizarre, j'ai pas compris. Voilà. Non, 13 Hours, la dureté de la guerre, la maison en flammes, les démembrements, les stratégies militaires et tout, ce film est très réaliste et il a dû être vraiment calqué au millimètre près, quoi. Et bon, il doit y avoir quelques passages romancés, bien sûr, hein, pour qu'on puisse s'attacher aux personnages et autres. Mais non, 13 Hours, c'est waouh. Allez voir le film. Et je sais pas comment vous le décrire. C'est mon coup de cœur de l'année, c'est 13 Hours. C'est du Michael Bay, hein. Alors on va peut-être me prendre pour un kéké Michael Bay, mais non, regardez le film, c'est... voilà quoi, c'est... Je sais pas comment vous dire ça, c'est très beau, très beau. Très fort surtout. Voilà, bon, on va passer au flop 20. On va essayer de faire ça assez rapidos, hein, parce qu'on va passer à la vidéo, elle durerait 25 ans sinon. Et comme vous n'avez pas l'air d'aimer mes vidéos qui durent 25 ans, hein, n'est-ce pas? Numéro 20, on commence très mal avec un film que j'attendais. Alors, cette année, niveau film d'horreur, j'ai été déçu sur tous les points. The Visit, c'est pas vraiment un film d'horreur épouvante, c'est plutôt, je sais pas, une sorte de thriller machin, drame. Il était sympa, mais c'est pas un truc de ouf. C'est Dans le Noir. Dans le Noir, c'est le film qui dure 1h10 de trop. Sur 20 minutes, ça aurait pu passer. Mais tout le long du film, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant. Il y a tellement, comme l'a dit le fossoyeur de film, il y a tellement d'incohérences dans ce film que tu t'amuses à les calculer, les incohérences. C'est comme Mécanique Résurrection.
Je sais pas si vous l'avez vu, hein, c'est un film avec Jason Statham d'action. Je l'ai pas mis dans le top parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai passé tout le film, j'ai pas regardé le film, j'étais complètement sorti à énumérer les problèmes physiques et autres de mécanique résurrection. Là, c'est pareil, j'ai passé une bonne partie du film à me dire, mais ça, c'est pas probable, ça, c'est pas possible, et pourquoi là, il disparaît pas alors qu'il y a tant de lumière et tout, comment ça marche Elle part au bout de combien de watts de lumière? Non, c'est incompréhensible, c'est mal fichu, mal branlé. La première scène du film est la meilleure, et tout le reste part dans un nawak au possible. Voilà. En numéro 19, le film... ouais, pourquoi X-Men Apocalypse. X-Men Apocalypse que j'attendais, parce que après Day of Future Past et compagnie, waouh, tu t'en demandes. Non, en plus c'est le réalisateur qui a fait les autres X-Men, donc quelqu'un qui s'y connaît, et il a pondu cette chiasse bourré d'action, avec un scénario naze, et en fait il y a trop dans ce film. La petite scène avec Quicksilver, donc Vif Argent, le mec qui court rapidement, qui durait, allez, 2 minutes dans Day of Future Past, là elle dure 3-4 minutes, c'est trop long, il y a trop long, ils l'ont fait durer trop longtemps la scène. Alors il y en a qui adorent, ouais c'est cool, non, moi je me voile pas la face, c'est quand même vachement trop long. L'impact est moindre, plus c'est long, moins il y a l'impact. Puis après, ils ont cul le fait que... Bon, alors juste spoiler, hein, j'ai dit j'en ai rien à foutre. Qui Wolverine en plein milieu du film, qui se barre dans la neige, alors que c'est pas du tout cohérent avec les autres films qui ont essayé de rendre cohérent. Donc en gros, l'univers X-Men est complètement walou sur le coup. Ça part n'importe comment, c'est totalement chiadé, quoi. Ils ont foiré. Voilà, c'est le principe d'X-Men 3, mais renouveau, quoi. Il y a aucune logique. Tu te poses toujours la question, mais comment ça se peut temporellement et tout? Non, X-Men, ils sont complètement largués niveau temporalité. Là, ils s'embrouillent l'esprit et tout. Voilà, ça va être la fin. Ils vont peut-être faire des spin-offs avec d'autres personnages. J'espère que ça va mieux se passer. Il faut plus qu'ils suivent l'histoire d'X-Men. Elle est complètement partie en l'air. Là. Voilà. En numéro 18, d'ailleurs, tu aurais pu mériter une meilleure place. Insaisissable 2. Ah putain, je peux le détester. Dans le 1, il y avait cette notion de magie, prestidigitation, qui pouvait encore passer, même si souvent c'était pas vraiment expliqué. On se demandait toujours comment est-ce possible, et ils te l'expliquaient pas, bien sûr. Hein. Hashtag Morgan Freeman. Mais alors dans le 2, là c'est encore pire que pire. Et je pense notamment au passage où ils descendent l'espèce de toboggan de chantier là, de glissière de chantier, et ils se mettent à s'endormir pendant X temps, le temps de faire le voyage et tout. Non, c'est nul. Ça devrait s'appeler Harry Potter, en plus il y a Daniel Radcliffe dans le film, ça aurait dû s'appeler Harry Potter 8, je sais pas, les chroniques de New York. Non, là c'est complètement pété. Là c'est simple, ils ont raté le coche. En numéro 17, la 5e vague, gros bashing sur ce film, c'est compréhensible, en plus il prévoit enfin j'espère pas faire une suite à ce film, c'est la plus mauvaise idée. La première partie du film est très bonne, hein, les 30 premières minutes ça passe, on commence à avoir la survie et tout, et c'est une fois qu'il y a la suite qui arrive que là c'est n'importe quoi, ça s'embrouille, c'est nul, c'est complètement nul d'avoir fait ça. Je sais pas si c'est dans le livre à la base, mais le coup de tous les terriens tous les gens ne sont pas infectés, on crée des bagarres et tout. Ça aurait pu être bien apporté, mais ça apporté n'importe comment. C'est comme si on te réveillait avec une grosse casserole, quoi. C'est gras, c'est pas beau. Il y a aucune finesse dans ce film. En numéro 16, Suicide Squad, qui mérite amplement la première place, mais... Non, Suicide Squad, putain, t'es nul. T'es vraiment à chier comme film. Je l'ai vu en version qualité caca, puis je l'ai vu en Blu-ray. Je me suis peut-être qu'en Blu-ray ça a mieux passé. Blu-ray, en plus je crois que c'était la version longue. Je l'ai vu avec un mec qui avait pas vu le film et qui est encore plus fan que moi de Suicide Squad.
Il s'est fait chier dans le film, il arrêtait pas de dire mais pourquoi ils ont fait ça, ça c'est nul. Bon alors ok, ça se base pas sur les fans, mais le film est vraiment nul. Est vraiment nul. Les gens ils adorent Margot Robbie dans ce rôle. Non, 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 c'est le pire rôle de Margot Robbie. Pourquoi? D'ailleurs, j'appelle pas ça Suicide Squad, j'appelle ça Will Smith Squad, parce que c'est Will Smith, et les autres mecs derrière, on sait pas quoi ils servent, qui sont là pour faire joujou. Non, Will Smith Squad, c'est une grosse dope. D'ailleurs, on pouvait le voir dès la bande-annonce. Et d'ailleurs, dans le film, je pense qu'il savait que c'était mauvais. Hein, surtout que, à mon avis, c'est beaucoup de prod. La prod a dû beaucoup mettre les pattes dedans, et moins le réa. Et non, Will Smith Squad, c'est foiré à souhait. C'est le fait qu'ils essayent d'ajouter des musiques hyper connues au lieu de créer leur propre BO ou de mieux les ajouter, les musiques, ça prouve que les prods ne savaient plus quoi faire et qu'ils essaient de sauver le film avec la moindre parcelle d'espoir, comme la musique. Alors Eminem et tout, ok, tout le monde va aimer, forcément, ouais, la BO est géniale. Ouais, mais c'est pas... Elle est géniale, les musiques sont géniales, mais elles sont tellement mal amenées dans le film. Je prends par exemple Watchmen de Zack Snyder, qui était putain de génial. Alors, je crois que c'est Zack Snyder, si j'ai pas de conneries. Ou alors, t'avais Along Watchtower je sais plus comment on dit, de Jimi Hendrix. Seconde guerre du Vietnam et tout. Un classique, hein, on l'a vu des centaines de fois. Il y a Son of Silence de Simon Garfunkel qui est super bien amené, l'enterrement et tout, ça rend le passage bien triste à souhait. Et 99 Love Ballon qui arrive là, on ne sait pas pourquoi, et qui est super bien, qui apporte un petit cachet à la scène, le cachet de surprise, tu vois. Mais là, Margot Robbie, on va mettre du Eminem. Non, c'est nul, c'est nul. Ça me fait penser au prochain film qui sort ce mois-ci du studio Illumination, tous en scène. Ça sent la merde à souhait. S'ils te foutent de la putain de grosse musique à la Eminem dans la bande-annonce, c'est qu'ils se rattrapent sur la musique. Ça sent la merde. Et c'est comme les Mignons, ils ont fait tellement de pubs, mais finalement le film est pourri. Ils font beaucoup de com pour apporter beaucoup de gens, mais ils savent que le film est nul, quoi. Les Mignons, c'est désastreux. Will Smith Squad, c'est pareil, c'est désastreux. Et en parlant du studio qui a fait Les Mignons et compagnie, en numéro 15, Comme des bêtes. C'est un putain de gros repompage de tout ce qui était fait. Ce film, c'est une pute du bois de Boulogne, et toi, t'es la bite. Enfin, le scénario, c'est la bite, quoi. Voilà, quoi. La pub, elle va tout pimper. Voilà, et elle va mélanger ça, et on va faire un film. Bon, alors, l'analogie est complètement foirée, hein, je vais essayer de rester plus clair. Non, c'est nul. Parce que tu sais 5 minutes par avance ce qui va se passer avant que ça n'arrive. Ah, le coup du croco, le coup du lapin fou. Non, c'est nul et renul. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'aller voir Tous en scène. Je payerai pas pour ce film, je vais le télécharger parce qu'il va te faire foutre, ça donne pas envie de foutre son argent. Hein. Non, ce qui sort de ce studio là, Illumination ou je sais plus quoi, c'est clairement de la merde, quoi. Il y a que moins moche et méchant qui arrivent à s'en sortir. Et encore, le 2 était moins ouf que le premier, mais parce que c'est du déjà vu, enfin on connaît quand on commence à comprendre. Non, là ils vont faire un 3, je croise les doigts, mais non, c'est clairement de la merde. Hein. En numéro 14, Camping 3. Je vais le résumer c'est le résumé le plus court. Camping 3, dès les 5 premières minutes, t'as du Maître Gims. Ça annonce carrément la couleur. Voilà. Vous savez que ce film, voilà. S'il y a des fans de Maître Gims, je sais pas ce que vous branlez sur ma chaîne. Hein. En numéro 13, Steve Jobs. Clairement, j'ai perdu mon temps en regardant ce film. Ils auraient dû faire un film sur Steve Wozniak, joué par Seth Rogen, qui est... C'est le personnage pour lequel je suis resté, parce que Seth Rogen est juste excellent en second rôle. Mais putain, Steve Jobs, c'est une perte de temps. Je me suis emmerdé dans ce film. C'est plat, c'est vide. Ah, c'est abyssalement vide. C'est
C'est un monochrome ce film, y a pas de nuance quoi. Un peu comme Apple finalement. En numéro 13, Pattaya. Ouais, allez, 3 mots. 4, pas drôle, homophobe et insultant. Voilà, je vous ai résumé le film. C'est un film pour vieilles racailles qui... Ouais, on va dire wesh wesh, hein, si on veut dire. Non, c'est un film de merde. Même sûr que les racailles, ils préfèrent regarder autre chose que ce truc. Enfin, s'ils ont du goût, j'espère, parce que... ah, il y a Ramdi, c'est drôle, ouais, il se moque des nains, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. En numéro 11, The Boy. The Boy qui était bien, mais alors, ce qui m'a fait mettre ce film dans le top, c'est la fin. La fin, alors on dit que la fin justifie les moyens, mais là, la fin gâche tous les moyens. La fin a pété le film, mais d'une force. Comment ruiner un film qui avait une bonne base? Ils auraient dû partir sur du vrai surnaturel, et pas sur quelque chose de réaliste. Et non, The Boy, c'est non. Tout de suite, non. Numéro 10, Retour chez ma mère. Je sais pas pourquoi j'ai regardé. On m'a vendu ce film comme une comédie, et je me suis fait chier tout le film. C'est pas drôle, c'est plutôt une sorte de drame social. Alors la France, premier consommateur d'antidépresseurs, tu m'étonnes pourquoi en regardant ces films. Ouais, Josiane Basco, Alexandra Lamy, non, niet. Ce film est à chier. Voilà, je l'ai dit clairement, je m'en fous, c'est mon avis, allez vous faire foutre si vous n'êtes pas d'accord. En numéro 9, je pense qu'on va être tous d'accord, par contre, Zoolander 2 et la Tour de contrôle infernale 2. J'ai mis les deux dans le même sac. De suite, non. Complètement. Les deux premiers, c'est limite des légendes dans le cinéma humoristique. Tout le monde connaît. Bon, Zoolander 2, Zoolander 1 peut-être un peu moins, mais pour ceux qui aiment bien Ben Stiller et compagnie, oui. Et non, Zoolander 2, non, c'est parti tellement loin et tout. Alors je m'en bats les couilles qu'il y ait Justin Bieber et crève dans les 5 premières secondes. Non, ce film est vraiment nul, quoi. D'ailleurs, ils ont foutu Justin Bieber, à mon avis, pour ramener de la clientèle, hein, mais ils ont dû être déçus quand ils crèvent dans les 5 premières secondes, quoi. Non, Zoolander 2, c'est le scénario de trop, ils auraient pas dû accepter ça, quoi. En numéro 8, The Néon Démon. J'ai noté un truc sur ce film. J'ai regardé les 30-40 premières minutes, j'ai essayé de m'accrocher. C'est... ouais, alors j'ai rien contre le cinéma contemplatif, mais quand c'est bien, je regarde. Là, c'est... Non, je pense que pour comprendre ce film, il faut être sous LSD ou sous In the Panda, mais c'est... Il est chaud ce film, il est... non, insupportable. En numéro 7, encore une comédie française à la con, Touchous. José Garcia, voilà. Rien à dire. D'ailleurs, j'ai pas vu l'autre là à fond, qui a pas l'air ouf d'après ce que je vois. Sauf pour les beaufs de France, peut-être, j'en sais rien. Non, Touchous, non. C'est du vu et revu, mais 50 millions de fois, quoi. Le côté père-fille relationnel, on se déteste au début, puis à la fin, on se comprend et on s'aime. Non, mais ça s'est vu 40 milliards de fois, quoi. Si vous voulez ce genre de film, regardez 15 ans et demi avec Daniel Auteuil. Et... non, ça c'est un très bon film, 15 ans et demi. Hein. Non, ça, par contre, là, Touchous, c'est une merde abyssale. Un film qui a pas dû remporter beaucoup d'argent, j'espère. Voilà, c'est pas un film qui vend du rêve. En numéro... non, oui, en numéro 7. En numéro 6, voilà, High Rise. Avec deux acteurs que j'adore. Et non, c'est ce genre de film complètement space, un peu anarchique, mais quand même construit pas à la Quentin Dupieux, où ça part un peu dans tous les sens pour casser les codes du cinéma. Non, ça c'est un film... il y a un côté étrange et malsain dans ce film que j'ai pas du tout aimé. Et pourtant, ça aurait pu être bon, mais c'est... je sais pas, je pense que c'est l'univers, j'ai du mal à me situer dans cet univers, et pour un film, voilà, je suis pas rentré dans le film du tout, c'est... J'ai contemplé, j'ai essayé de comprendre, mais pour moi, c'est pas... il est pas fait pour moi, ce film.
En numéro 5, un film que tous les amateurs de DC et de comics attendaient, Batman The Killing Joke. En gros, ce film est rushé. Ils auraient pu ajouter des éléments en plus. Et l'animation Alors, j'ai regardé le dessin animé Suicide Squad, qui est super beau. Hein. Là, l'animation, on dirait le film Doctor Strange, qui est vraiment une animation beauf, du DTV, mais pas cher, quoi. Et c'est un film super attendu, et ils osent faire une animation aussi mollassonne, et... Non, le scénario est pas ouf, ils auraient pu mieux faire. L'animation est nulle. Alors, comment on peut aimer ce film ? Moi, je vous conseille les films Batman, je crois que c'est Year One, non, c'est pas Year One. Je crois c'est The Dark Knight, ou Arkham, je sais pas quoi. Arkham Knight, je sais plus trop, mais c'est le Batman vieux. Là, c'est le top du film, quoi. Là, tout est super beau, quoi. En numéro 4, Maloute. Ce film est pas drôle. Ce film est réservé à une caste de gens du Nord, je suppose. Et encore, je connais des gens qui n'ont pas aimé ce film et qui viennent de la région. Non, se moquer d'un gros et compagnie, non, ça c'est pas drôle du tout. C'est offensant. On peut peut-être en rire, mais bien fait, mais pas poussé à bout. Parce que là, c'est gênant, mais pas drôle. C'est pas la Will Ferrell, gênant et drôle. Là, c'est gênant. J'ai regardé 30 minutes du film, j'ai pas pu aller plus loin. C'était insupportable. Alors, en plus, l'accent des gens et compagnie, non mais putain, ils peuvent mettre des sous-titres quand même des fois. Ah, j'ai quand même réussi à regarder Starbuck, qui a un accent québécois très prononcé, sans sous-titres, c'est pas le souci. Mais là, c'est nul. Moi, j'ai pas du tout aimé, ça part n'importe comment. Et j'ai l'impression que les gens qui aiment ce cinéma, soit c'est des gros cutéreux, je suis désolé de dire ça pour ceux qui regardent ça, soit c'est des proutes qui disent « Ah ouais, ce film est bien, culturellement, il est nanani, nanana. » Non, ce film est insupportable, quoi. Et c'est le mec qui adore 13 Hours qui dit ça, mais bon, de toute façon, c'est pas mon cinéma, et je ressens pas les films comme les autres peuvent le ressentir. Ça, je l'ai compris, mais voilà. En numéro 3, et on en va en reparler, Ratchet & Clank. Bordel, j'ai perdu 1h30 de ma vie, mais complètement, Vous allez sur YouTube, vous tapez Assassin's Creed 3 ou machin, le film, c'est juste le mec qui met les cinématiques du film. Là, c'est la même chose. Dans un jeu vidéo, ça passe bien, mais en film, putain que c'est nul. Moi, j'ai vu en version en VO, parce que je suis pas suicidaire non plus, qui est d'ailleurs comme Sausage Party, hein, je l'ai vu en VO. Et non, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de... Il n'y a pas un petit côté ouf qui te donne envie de voyager dans l'univers et tout. J'ai l'impression de regarder un dessin animé de Titeuf qui passe le matin sur France 3 pendant que tu manges tes chocolatines, hein, pour vous faire chier. Non, Ratchet & Clank, c'est vraiment pas ouf, quoi. D'ailleurs, si vous voulez un très bon dessin animé que j'ai vu récemment, je vous conseille Le Garçon et la Bête, qui est putain de bien. Mais je vais pas en parler, je vous laisse le regarder. En numéro 2, Les Visiteurs 3. Ouais, c'est vraiment de trop. Alors on aurait pu se dire, ouais, avec plus de 10 ans d'absence, Poiré, il a changé sa méthode, il a appris, il s'est forgé une meilleure image, il va faire un meilleur scénario et tout. Non, oubliez ça. Poiré, il est encore dans les années 90 à nous sortir des trucs charcutés. Le monteur de Poiré, soit il a Parkinson, soit il est épileptique. C'est pas possible de faire des montages aussi dégueulasses. Et alors la fin qui nous présage une suite, non, putain, quand est-ce que ça va en finir? Dans 20 ans? Dans 10 ans? Et oui, alors les acteurs, ils sont mous, ils sont vieux d'un côté, tu peux rien en faire. Tu peux rien faire parce qu'ils sont vieux, et non, ils auraient pas dû. Alors il y a peut-être 2-3 blagues qui passent bien. Le personnage de Franck Dubos ne cabotine pas, ça peut aller, mais alors Marianne Chazelle et l'autre noir de Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu là? Non, Christian Clavier, non. Gérard Jugnot, putain. Excusez-moi. Jean Reno, c'est le pire de tous. Oh là là, Papy Reno, il devrait plus faire de film.
Je pense qu'il a atteint l'apogée de sa carrière, c'est fini là. Il est sec quoi, c'est le Bruce Willis du cinéma français là. On l'a essoré dans tous les sens le Jean Reno, parce que quand vous regardez le film, bon sang, mec, tu veux une canne pour réussir à te tenir debout, parce que un peu de pêche, hein. Je sais pas, ils auraient dû le foutre de la Red Bull en intraveineuse, ouais, ça aurait peut-être passé mieux, mais non, Jean Reno dans ce film, non, pas du tout. Et en numéro 1, un film dont la jaquette montrait une sorte de vaisseau qui ressemblait à une tub, c'est The Explorer, ou Explorer, le DTV de science-fiction le plus fauché au monde, pire qu'un fansub sur YouTube, mais alors ça, c'est moi qui ai cherché pour le regarder. Tellement fauché, qui sont... Alors, je vous explique, en gros... si j'ai compris le film, parce que j'ai complètement oublié. Mon cerveau essaye de l'oublier. Pour s'enfuir d'une planète duquel il est esclave, le héros principal monte dans un vaisseau et se barre sur une autre planète où il y a des explorers et il y a forcément une sorte de bête dans cette planète qui a buté pas mal de mecs auparavant. Et ils vont voir le pourquoi du comment, c'est quoi cette bête. En fait, la bête, c'est la planète, quoi. Je vous spoil parce qu'il est nul, ce film. Mais le principe aurait pu être sympa. Un peu à la Pitch Black, en gros. Et tellement fauché. Donc, ils sont sur une autre planète, ils sont pas sur la Terre. Tellement fauché que sur 10 bonnes minutes du film, au moment crucial, l'acteur était bombardé, mais alors tout autour de sa gueule, d'une nuée de mouches qui passent devant la caméra et tout. Sur une autre planète, des mouches. Alors je comprends que ça doit pas être possible de jouer dans ces conditions-là, mais dans ces cas-là, je plancherais plutôt pour un green screen, auquel cas on est sûr pas beaucoup à avoir de mouches, je pense, ou d'éradiquer toute la couche d'ozone avec une bonne couche d'insecticide, parce que là, bordel, ça, tu filmes pas quand il y a 30 milliards de mouches, quoi. C'est comme une vache qui chie derrière ton plan dramatique, quoi. C'est un truc qui va te gâcher tout le film. Alors oui, je l'ai mis en numéro 1, mais il vaut pas vraiment la peine d'être en numéro 1. Il y a bien pire, il y a Will Smith Squad, quoi. Voilà. En gros, ouais, je pense que je mettrais Will Smith Squad en numéro 1 parce que c'était la grosse déception de l'année, quoi. Voilà, j'espère que ce top et flop vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut